Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Patrick Ngamassa. Il est le président de l'ordre comptable ici chez nous en République du Congo. Avec lui, nous parlerons de cette institution, du bilan de cette année écoulée 2025, mais également les réformes qui ont été apportées par le gouvernement. Bonjour, Président. Alors, nous réalisons cette émission le 24 décembre, donc nous sommes à la fin de l'année. Quel est le bilan que vous pouvez dresser de l'ordre comptable congolais? Écoutez, si on avait, disons, suffisamment de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que je vais me résumer en quelques mots pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, le bilan, en fait, nous sommes en activité depuis 2019. Ça fait quasiment 6 ans que l'ordre a une existence effective, parce que la loi, en fait, avait été créée depuis 2013, mais l'ordre n'a vu effectivement le jour qu'en 2018. Donc, sur les 6 années, je pense que nous avons rempli toutes les cases. Parce qu'aujourd'hui, nous avons adhéré à quasiment toutes les institutions internationales de la profession comptable. Je parlerai par exemple de la FIDEF, qui est la Fédération internationale des experts comptables francophones. Nous sommes membres. La PAFA, qui est la Fédération des experts comptables de toute l'Afrique. Nous sommes membres et nous sommes aussi au conseil d'administration représenté par notre secrétaire général adjoint, qui est M. Colbert Okinda. Donc nous représentons l'Afrique centrale au sein de ce conseil, conseil d'administration de la PAFA. Et enfin, au moment où je termine mon mandat, nous avons reçu l'accréditation pour adhérer à l'IFAC, qui est l'institution suprême de la comptabilité au monde entier, qui est basée aux États-Unis. Donc c'est, disons, ce cadeau de fin de mandat que je laisse que je laisserai peut-être à mes confrères, puisque pour l'instant nous n'y sommes pas encore, mais je pense quand même qu'on est bien parti pour y aller. Vous avez droit à un autre mandat? Bon, la loi, en fait, d'après les textes. La loi tel que ça a été fait, je n'ai pas droit à un autre mandat et j'ai respecté justement, je n'ai pas eu envie de me représenter ou de tripatouiller pour me représenter. Je dirais simplement que mon mandat doit normalement prendre fin au mois d'avril, mais étant donné que nous avons quelques questions sensibles et une activité encore chargée pour aller à l'IFAC, donc j'ai conseillé sagement à mes confrères, étant donné que c'est moi qui ai conduit ce dossier pendant 3 ans avec le secrétaire général adjoint, qu'on nous laisse le temps de finaliser ce dossier. Parce que vous savez, souvent les élections sont source de tension. Parce qu'il y a des ambitions, et il faut craindre que s'il y a des tensions, que le reste du programme qui peut nous amener à l'IFAC ne soit pas exécuté et nous pénalise. Et si nous sommes pénalisés, il faudrait attendre encore peut-être 10 ans pour la guérir. Alors, les réformes ont été apportées dans votre secteur au niveau régional et au niveau national. Est-ce que l'ordre a été vraiment inculqué dans ces réformes-là? Est-ce qu'on a pris compte de l'ordre? Bien sûr, parce que vous savez qu'en créant justement la loi qui crée l'ordre, en fait, l'État élègue ses compétences en matière disons, tout ce qui est lié à la profession comptable. Donc, l'État a créé effectivement cet organe qui l'accompagne justement dans l'application des lois et aussi on est conseil du gouvernement lorsqu'il y a des réformes. Donc, nous pouvons vous dire que pas plus tard qu'il y a le lundi, il s'est tenu une grande réunion avec le ministre des Finances dans le cadre de la lutte contre le blanchissement. Donc nous avons effectivement été conviés et pour apporter notre contribution, puisque le Congo devrait en principe être évalué d'ici le mois de mars ou avril 2026. Et qu'est-ce qui change avec toutes ces réformes-là dans le secteur comptable? On ne peut pas dire vraiment que les changements, si vous voulez, c'est beaucoup plus... nous devons nous arrimer aux normes internationales. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une nouvelle norme qui est mise en place, nous sommes tenus nous aussi de l'appliquer, puisque nous ne vivons pas en marge du monde. Nous sommes un État qui est dans la sous-région, donc au niveau de la CEMAC, qui est au niveau de l'Union africaine et aussi de l'ONU. Donc toutes les décisions qui sont prises là-bas, effectivement, nous devons
absolument veiller à ce que ce soit appliqué chez nous. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons adhéré à tous ces traités-là. Dès qu'on adhère à un traité, on est bien obligé d'appliquer. Donc aujourd'hui, la plus grande réforme, par exemple, au niveau de l'État, c'est la réforme de la comptabilité publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la comptabilité publique va s'aligner sur la comptabilité privée. Et là, effectivement, nous avons une expérience et nous sommes conseil du gouvernement pour que cette réforme-là aboutisse dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, on a vu toutes ces réformes dans votre secteur. Qu'est-ce que la comptabilité va apporter? Quel sera l'impact de la comptabilité dans la lutte contre la corruption dans notre pays? Vous savez que l'instrument central de la gouvernance, c'est la comptabilité. Parce que les chiffres ne trompent jamais. Lorsque vous avez des informations en temps réel, ça vous permet de vous projeter. Lorsque vous avez des informations qui sont mal tenues, qui ne sont pas en temps réel, vous ne pouvez prendre aucune décision. Vous comprenez? Donc, je prends un exemple simple. Si le budget de la République du Congo ne sort pas dans les délais, comment voulez-vous qu'on se projette dans les activités de l'année 2026? Vous voyez, donc on est bien obligé d'avoir un budget qui est fait dans les délais et après derrière, nous faisons un suivi. Le suivi, effectivement, c'est le suivi comptable, donc ce sont des chiffres. Nous avons effectivement ce qu'on appelle des nomenclatures comptables. Donc chaque opération qui est exécutée au niveau de l'État a une interprétation sur le plan comptable. Ce qui permet justement aux décideurs de prendre des bonnes décisions sur la base justement de ces informations. Oui. Vous l'avez dit, vous arrivez au terme de votre mandat. Qu'est-ce qui marque réellement ce mandat que vous avez eu? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une mission, elle m'a été confiée par mes confrères et je leur en suis très reconnaissant. J'ai rempli toutes les cases. Parce qu'en fait, la mission qui m'a été confiée par mes confrères, c'était de faire en sorte qu'on adhère à toutes les institutions internationales dans le domaine de la profession comptable. Je pense que c'est ce qui a été fait. En dehors de ça, il y avait aussi le fait qu'il fallait créer les conditions pour avoir vraiment une bonne, une cohésion et aussi qu'il y ait beaucoup de calme dans cette institution. Je pense que, loin de dire que tout était parfait, je parle quand même sans qu'il y ait des vagues. Je pense quand même qu'on a été assez juste et on a créé les conditions pour que nos confrères soient effectivement servis comme ils le souhaitaient. Je parle en tout cas sans regret. D'accord. Alors, vous avez parlé des réformes au niveau régional et au niveau national, mais au niveau de l'ordre, est-ce qu'il y a eu des réformes comme telles? On ne peut pas dire qu'il y a eu des réformes comme telles, mais il faut plutôt dire que nous avons amélioré notre gouvernance. Vous avez mis de l'ordre? Non, amélioré. C'est-à-dire que nous sommes partis de rien et à chaque fois qu'on voulait adhérer à une institution internationale, il y a un certain nombre de conditions qui étaient posées, que nous devions remplir. Donc nous sommes partis de zéro, il faut le dire très clairement, mais progressivement, avec les exigences de ces institutions-là, nous avons amélioré effectivement notre gouvernance, qui nous permet d'avoir aujourd'hui une structure qui commence à bien fonctionner et qui aussi demande énormément de moyens en termes de ressources, de personnel ou en termes de ressources financières. Oui. Est-ce que ça a été une mission difficile pour vous? Bon, personnellement, je dirais non. Personnellement, je dirais non parce que je pense que pour avancer, il fallait simplement respecter les règles de l'institution. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait. À aucun moment, je me suis retrouvé dans une situation délicate vis-à-vis de mes confrères. Oui. Alors, la comptabilité, une profession très importante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la formation au niveau national? Au niveau national, c'est ce que justement j'étais en train de vous dire tantôt. Lorsque nous avons demandé à adhérer à l'IFAC, le constat qui avait été fait par l'IFAC, c'est que nous avons un ordre qui est vieillissant et nous avons un taux de renouvellement de notre effectif qui était très faible. Et la question qui nous avait été posée, effectivement, comment allez-vous faire pour renouveler justement vos effectifs? Tout de suite, nous avons pris la balle au bon. Étant donné qu'au niveau de Marianne Bobby, nous n'avons que la licence et que nous n'avions pas la possibilité de former des gens au diplôme d'expertise comptable, nous avons signé un partenariat
avec le Conservatoire national en France. Donc il nous permet aujourd'hui de former des experts comptables du diplôme français au Congo. C'est-à-dire qu'ils vont passer le diplôme français, pas en France, mais ils vont les passer ici chez nous parce que nous avons un accord qui permet effectivement à nos étudiants à l'Institut supérieur de gestion donc de passer ce diplôme-là ici. Nous avons signé une convention. D'accord. Alors, quels seront les défis des prochaines années selon vous? Vous avez vu, déjà au niveau des normes, les normes deviennent de plus en plus complexes. Vous avez par exemple les normes sur la durabilité. Ça, c'est le premier défi qu'il faut relever, puisque aujourd'hui, vous savez qu'on veut tous aspirer à l'économie verte. Oui. Donc, il faut la normaliser aussi sur le plan comptable. Donc, sur le plan technique, ça a été pratiquement déjà fait. Maintenant, sur le plan comptable, il faut que nous aussi, nous ayons des normes pour pouvoir contrôler justement tout ce qui est fait sur le plan technique. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est la digitalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a moyen de multiplier les recettes de l'État. Il y a moyen, mais nous avons des expériences des autres pays. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils ont multiplié leurs recettes fiscales par 3, par 4, dès lors qu'ils ont mis en place la digitalisation. Oui. L'avantage de la digitalisation, c'est que ça nous donne la possibilité, ça ne nous donne pas la possibilité de manipuler les chiffres. Donc, ça, c'est un défi important pour l'administration et je lance d'ailleurs un véritable appel à l'endroit du gouvernement en leur disant que nous, les experts comptables, nous sommes disposés à les accompagner dans la mise en place de cette digitalisation parce que nous sommes le pilier même de la récolte des impôts. Pourquoi? Si l'État nous donne plus de pouvoir, nous serons plus indépendants et plus en même de faire plier les contribuables pour qu'ils payent correctement les impôts. Or, si l'État ne nous donne pas tous les pouvoirs qu'il faut, ça veut dire que ceux qui exercent illégalement la profession vont continuer à prendre le dessus sur nous et ne vont pas permettre à l'État de récupérer correctement les impôts. Or, avec la digitalisation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il n'y aura plus de manipulation de documents. Donc tout se fera de façon digitale. Donc les contrôles seront plus faciles pour l'administration. Et nous aussi, le fait qu'on aura une signature électronique sur les bilans, nous pourrons accéder justement à cette plateforme que ceux qui sont agréés. Or aujourd'hui, comme tout est en manuel, donc quand on va déposer les bilans aux impôts, même les gens qui ne sont pas inscrits à l'ordre arrivent à déposer les bilans aux impôts, malgré le fait qu'on envoie le tableau aux impôts en signalant que ne peuvent déposer les bilans que ceux qui sont inscrits sur la liste qu'on leur envoie. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui arrivent quand même à passer par les mailles de fer. Donc nous insistons, nous disons que l'argent n'est pas loin, la digitalisation va apporter beaucoup d'argent à la République. Le Sénégal, aujourd'hui, a multiplié ses recettes fiscales par 4, la Côte d'Ivoire, en 6 ans, ils ont multiplié leurs recettes fiscales par 10. Vous voyez, simplement parce qu'ils ont maintenant des fichiers qui sont fiables et il n'y a plus de contact avec, voilà, plus de contact physique. Donc, parce que le contact physique favorise effectivement un peu la corruption. Donc, si aujourd'hui, moi je fais des bilans, au lieu d'aller aux impôts, depuis ici, j'appuie sur une touche, ils reçoivent directement sur la plateforme le bilan. Et on peut faire en sorte que le même bilan aussi soit reçu dans les banques, à la banque centrale. Vous voyez, partout on a la même information et ça évite justement toute cette fraude-là. Or, aujourd'hui, je peux vous dire que souvent entre les bilans qui sont déposés dans les banques et les bilans qui sont déposés dans l'administration fiscale, il y a des écarts importants. Et donc, tout ça est très important. La digitalisation doit permettre de renforcer les contrôles et d'améliorer la fiscalité de l'État. Ne serait-ce qu'au niveau de la TVA, vous avez par exemple la facturation électronique. Vous voyez, si la facturation est électronique, elle ne va plus favoriser la fraude. On ne pourra plus, puisque à partir du moment où ça passe sur la plateforme, vous avez du mal à dire que vous n'avez pas facturé, puisque dès que vous actionnez, tout de suite vous êtes répertorié. Vous voyez. Donc ça, c'est les défis de demain. Et il y a aussi l'intelligence artificielle, ça, nous devons nous y préparer, parce que ça va modifier nos comportements, nos méthodes de travail, parce que vous savez qu'aujourd'hui, et c'est ça le risque justement, parce que si vous vous permettez de vous adresser à une machine en lui disant, bon, je vais écrire un discours, je rencontre le ministre des Finances par exemple,
il vous fait déjà tout le discours. Mais il faut faire attention, parce que c'est pas parce que on va vous appuyer sur l'intelligence artificielle et ne plus faire confiance à nos cerveaux. Donc nous devons continuer à... C'est une aide en fait, c'est un outil qui va nous aider à aller vite. Oui. Mais ça ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. C'est ça que nous devons comprendre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'ordre, les missions de l'ordre sont limitées ou il y a tout simplement le non-respect des textes? Non, les missions naturellement sont encadrées par le texte. Vous savez très bien que... Est-ce que les textes sont respectés? Bien sûr, dans les textes, nos missions sont circonscrites, sont très claires. On sait ce que nous sommes capables de faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Donc en gros, si vous voulez, les missions que nous faisons, c'est les missions d'audit, dites légales, donc qui sont régies par le traité de l'acte uniforme OHADA. Donc voilà. Ensuite, nous faisons des missions de surveillance comptable, c'est-à-dire que pour des sociétés qui n'ont pas de comptable, nous pouvons, par exemple, définir une fréquence où nous allons rencontrer le client pour le compte des documents et assurer sa comptabilité. Maintenant, s'il a un comptable sur place, nous pouvons venir juste pour nous assurer que les travaux du comptable sont bien exécutés. Voilà. Et nous les aidons aussi en fin d'année à établir donc, leurs états financiers qui sont déposés auprès de l'administration fiscale. Voilà globalement les missions de conseil et surtout les missions d'accompagnement de l'économie nationale. Parce que notre rôle c'est ça, accompagner l'économie nationale, entreprise privée ou publique. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau du secteur comptable dans les administrations publiques, l'ordre est pointé du doigt. Est-ce que vérifier ou contrôler ne fait pas partie des missions de l'ordre? Je vais vous répondre très rapidement. Nous ne sommes pas, disons, nous sommes là depuis 6 ans et nous ne pouvons pas forcer les gens, prendre les gens par la main et les obliger à nous écouter. Nous avons un conseil, c'est comme vous aujourd'hui, si vous allez voir votre médecin, s'il vous prescrit un médicament et que vous ne voulez pas le prendre, sa responsabilité ne peut pas être engagée. Donc ce que vous devez comprendre convient de très loin et vous allez voir, et j'ai confiance, je vous dis, que même au niveau des administrations publiques, il y a une transformation. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Je pense que dans 5 ans, on pourra peut-être, si Dieu veut, se revoir et vous me direz, oui, monsieur Gamassa, vous avez raison, que les choses sont en train de se passer. Vous savez, c'est une culture. On ne l'avait pas avant. Donc nous sommes en train de nous battre justement pour qu'elle devienne effective, que ça devienne des réflexes pour tout le monde. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Et vous allez voir d'ailleurs que régulièrement la Commission de finances au niveau de l'Assemblée nationale ne cesse d'interpeller toutes les entreprises publiques qui n'arrivent pas à respecter les délais calendaires pour l'établissement de leurs états financiers. Mais une des raisons aussi qui fait qu'ils ont des difficultés, c'est leur passé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'outils. Ils n'étaient pas informatisés, ils avaient des systèmes d'information qui étaient complètement obsolètes, qui font qu'aujourd'hui, ils ont encore du mal. Il n'y a pas eu une formation d'imprégnation de ces outils? Mais déjà, il faut les avoir. Parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui, des entreprises publiques qui travaillent encore en manuel, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas... Il y a deux aspects qui me paraissent importants sur ce que vous avez soulevé. C'est d'abord la formation, effectivement, pour que les gens soient à niveau, et puis les outils, parce que c'est les outils qui permettent d'aller vite. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas un système comptable intégré, que vous travaillez manuellement, c'est pas très pratique. D'accord. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'avez dit, c'est votre dernier mandat. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des acteurs de votre profession et à l'endroit des Congolais en général? Madame, vous savez, lorsque vous prenez de vos fonctions, vous devez savoir que ce n'est qu'une mission. Et puis, généralement, on dit que les hommes passent et les institutions restent. Donc, moi, ma responsabilité première aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que ceux qui vont rester soient capables de faire encore mieux que moi et de continuer à maintenir l'institution à un niveau de respectabilité qui va faire qu'on nous fasse confiance. Parce qu'on ne peut pas avoir fait tout ce qu'on a fait pour que demain, que ça plonge.
Ça n'a pas de sens. Donc voilà, en fait, si vous voulez, le dernier mot que j'avais. Et surtout aussi dire merci à tous mes confrères et surtout à mon bureau qui m'a permis effectivement, qui m'a épaulé dans la conduite de cette mission qui a été difficile. Ça, il faut le dire. Je pense qu'on est arrivé à bon port, sans qu'il y ait trop de dégâts. D'accord. Monsieur Patrick Ngamassa, président de l'ordre comptable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci et à très prochainement sur la télévision nationale congolaise.